Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 5 ou dans la sécurité des réseaux. Donc, l'accélération numérique, en fait, elle a ouvert la voie à plein de choses, entre autres améliorer l'efficacité des entreprises, réduire les coûts de travail des entreprises, puisqu'elles vont avoir être plus rapides et donc plus productives, et forcément l'amélioration de la productivité. Elle a également entraîné une augmentation de la surface d'attaque à la périphérie des réseaux, puisqu'on est passé finalement de ce qu'on appelle des réseaux LAN et qui sont aussi connectés à Internet, à des réseaux WAN, à carrément l'introduction de l'Internet des objets et du cloud computing. Et à chaque fois qu'on va rajouter ou qu'on va déployer quelque chose de nouveau, ça va ça peut entraîner une nouvelle vulnérabilité potentielle. Et forcément, les cybercriminels aussi utilisent des exploits de plus en plus sophistiqués pour exploiter les vulnérabilités des réseaux à un rythme important. Et ce qu'on retrouve, ce sera les logiciels malveillants, les rançongiciels qui font partie des logiciels malveillants, les attaques par déni de services distribués, et j'en passe. On a vu un peu les différentes menaces et types d'attaques qui existent auparavant, hein. Si on regarde le landscape de menaces existantes, on se rend compte que il y a beaucoup de menaces contre lesquelles on doit se prémunir. Et c'est pas ce qui manque. Entre autres, tout ce qui est phishing, spear phishing, deepfake, etc., qui vont être donc de plus en plus ciblés et plus automatisés avec plusieurs canaux de propagation. On va avoir aussi les vulnérabilités end-day. Alors avant de passer à expliquer ce que c'est qu'une vulnérabilité end-day, je vais parler déjà des vulnérabilités zero-day. Alors quand on dit vulnérabilité zero-day ou 0 jour, c'est pour dire que c'est des vulnérabilités qui n'ont pas encore de patch et qui ne sont pas encore connues du distributeur du logiciel ou matériel qui a cette vulnérabilité, mais qui peut être déjà connu par des attaquants, par exemple. Et donc, à ce moment-là, on appelle ça des vulnérabilités zero day. Une fois que cette vulnérabilité est connue et qu'il y a un patch qui est sorti, donc une manière de corriger ce problème, cette vulnérabilité, ou de remédier à cette vulnérabilité, on n'appelle plus ça une vulnérabilité zero day, mais on passe à vulnérabilité un nombre de jours suivants, et généralement on va tout simplement généraliser en disant end day pour dire que c'est une vulnérabilité qui a déjà un correctif et qui est connu. Et on vous dit que malgré que ces vulnérabilités soient connues, etc., vous avez les gens, les entreprises, etc., ne vont pas forcément corriger ces vulnérabilités de manière assez rapide, etc., pour pouvoir se prémunir contre de futures attaques qui vont exploiter ces vulnérabilités. On a aussi les attaques cyber, mais sur le monde physique, puisque là, par exemple, une attaque sur tout ce qui... Je vous ai déjà parlé du vers Stuxnet auparavant, hein, qui s'est attaqué au programme nucléaire iranien, et tout ce qui était en premier lieu, hein, tout du moins. Et donc finalement, ça a attaqué des centrales nucléaires iraniennes, et voilà quoi. On a aussi de plus en plus de groupes d'APT qui sont actifs, les ransomware qui sont passés de temps d'infection qui est passé de 5 jours entre deux infections à 5 heures. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'auparavant. Tout ce qui est risque de cloud, puisque maintenant les entreprises sont de plus en plus tournées vers le cloud et utilisent le cloud. Les supply chain attacks, donc tout ce qui est attaque sur
chaîne de distribution et aussi le risque interne ou la menace interne qui va augmenter aussi d'année en année et ce qui va générer des incidents. Donc de ce point de vue-là, finalement, vu que le landscape des menaces ne fait qu'augmenter, on se dit finalement que pour une entreprise, elle a tout à gagner à renforcer la protection de son réseau, comme la réduction des cyberrisques et puisque des mesures de sécurité robustes et efficaces vont garantir la protection permanente des données. La confidentialité des données va être renforcée en éliminant des vecteurs de menaces. Ça va garantir la protection des informations sensibles contre tout accès non autorisé lors de leur transit sur le réseau, et ce qui va protéger donc les données clients et garantir la conformité relative aux différentes normes ou lois dans l'entreprise à laquelle elle doit être conforme. L'amélioration de la continuité des activités, les réseaux protégés sont plus résilients face aux perturbations potentielles et donc connaissent des temps d'arrêt qui vont être diminués, voire minimes, pour ce qui va améliorer ou permettre une productivité optimale. Et l'amélioration des performances réseau. La sécurité va empêcher les acteurs malveillants de désactiver le réseau, ce qui va finalement garantir la disponibilité permanente des ressources critiques. En d'autres termes, si on parle de sécurité des réseaux, en fait, on désigne quoi? Ça va désigner les technologies, politiques, personnes et procédures qui vont protéger toute infrastructure de communication contre les cyberattaques, les accès non autorisés et les pertes de données. Et ces technologies vont sécuriser le trafic et les ressources accessibles à la périphérie et à l'intérieur du périmètre. Donc on a plusieurs technologies parmi elles qui vont qui vont s'intégrer pour offrir une sécurité des réseaux. Parmi elles, la gestion de la surface d'attaque, les antivirus et le sandboxing, les VPN d'accès à distance, les IPS, le filtrage web et DNS, les pare-feux et les contrôleurs d'accès réseau. Alors, il y a d'autres choses, mais on va déjà parler de ces éléments-là en premier lieu. Alors, avant de parler de ça, il faut se rendre compte que la sécurité de l'infrastructure de réseau ne va pas commencer au niveau de on va mettre des pare-feux, on va mettre un antivirus, etc. Mais elle va commencer déjà dans les dispositifs de l'infrastructure réseau elle-même. Donc, quand on parle de ça, on va parler par exemple des switches. Déjà, un switch va assurer une certaine sécurité du réseau en facilitant le filtrage du trafic et le contrôle d'accès au niveau des ports, ce qui va permettre aux administrateurs aussi d'appliquer des politiques sur des segments de réseau granulaires. Rappelez-vous, vous avez dû voir ça en réseau, tout ce qui est notion de segmentation, VLAN, et ainsi de suite. On a aussi les points d'accès Wi-Fi. Donc dans les points d'accès Wi-Fi, vous avez déjà probablement utilisé ça chez vous, vous devez avoir peut-être un routeur avec du Wi-Fi dedans, et pour vous connecter, on vous demande un mot de passe, et finalement, en réalité, derrière cela, il y a un mécanisme d'authentification, des protocoles de chiffrement qui sont utilisés et qui vont être là pour protéger les données en transit à travers ce réseau sans fil. Et ils vont prendre aussi en charge des listes de contrôle d'accès, ce qui va empêcher les dispositifs non autorisés de se connecter au réseau. Et on a aussi les passerelles, par exemple, qui vont être essentielles, les passerelles 5G et LTE, qui vont être essentielles pour permettre des liaisons redondantes aux liaisons primaires. Donc, par exemple, si vous avez on va dire à la maison, vous avez
de la DSL ou de la fibre, mais qu'il y a un problème sur ce réseau, vous pouvez très bien avoir en parallèle, basculer sur la 4G ou la 5G et permettre donc la continuité du travail ou du réseau. C'est la même chose en entreprise, hein, à plus grande échelle bien sûr. Et ça va permettre finalement de réduire la surface d'attaque et puis aussi d'améliorer la résilience du réseau et la disponibilité du réseau. Donc maintenant, on va passer au type de solutions de sécurité réseau les plus communes, hein, ce dont on a parlé juste avant. En premier lieu, les pare-feux. Donc les pare-feux sont passés par plusieurs générations de pare-feux, de la première génération de pare-feux qui sont sortis en 1989. Et dans cette génération de pare-feu, finalement, ça permettait d'autoriser ou de bloquer les paquets sans savoir vraiment ce qu'il y a dans les données de ce paquet et qui ne peut pas déterminer s'il y a du code malicieux ou pas. En fait, réellement, c'était je regarde le paquet par rapport à l'entête IP et peut-être l'entête TCP et UDP, et je me base sur l'adresse IP, source, destination, port source, port destination, et grosso modo ça s'arrête là. Ensuite, on est passé à la seconde génération de pare-feu où il va y avoir plus d'observation du réseau et on appelle ces pare-feux des pare-feux à état. Alors pourquoi on les appelle des pare-feux à état? Parce que là, on peut prendre en considération les paquets qui sont venus auparavant et par rapport aux paquets qui sont arrivés avant, savoir est-ce que je vais accepter les paquets suivants ou pas. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Vous savez que dans le protocole TCP, vous allez avoir l'établissement de connexion qui est censé être au tout début d'une connexion, d'une communication entre deux machines. Et donc cet établissement de connexion va commencer par un signe ACK, ACK. Et à ce moment-là, en fait, un pare-feu à état, quand il va recevoir un paquet, il va voir est-ce qu'il y a déjà eu établissement de connexion, un paquet TCP, est-ce qu'il y a déjà eu établissement de connexion ou pas. S'il y a déjà eu établissement de connexion, donc on va le laisser passer, ça dépend, hein, mais on va dire que ouais. Et s'il n'y a pas eu d'établissement de connexion, est-ce que c'est un signe ou c'est pas un signe? Donc si c'est un signe, ça veut dire qu'il demande un établissement de connexion. Là, je vais voir est-ce que oui, j'autorise l'établissement de connexion vers ce port-là pour cette machine ou pas. Mais si c'est pas un signe, imaginons que vous receviez un paquet qui n'est pas d'établissement de connexion qui ait lieu auparavant, et vous recevez un paquet TCP qui n'est pas du signe, qui n'est pas un signe. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Dans la génération précédente, vous n'aviez pas la possibilité de savoir, donc de prendre en considération l'état de la connexion. Dans cette génération, il va pouvoir prendre ça en considération pour prendre une décision. Et puis on est arrivé à la quatrième génération, qui est le Next Gen Firewall. Donc dans le Next Gen Firewall, ici, ça va inclure aussi, il va prendre en considération aussi les données relatives à l'intérieur, en fait les données à l'intérieur du paquet, donc côté application, couche application, dans le modèle OSI, et il peut incorporer aussi des technologies de sandboxing, on va voir ce que c'est que le sandbox après, des technologies DPI, donc Deep Packet Inspection, qui va inspecter les paquets en profondeur, donc voir ce qu'il y a à l'intérieur des données du paquet, et ainsi de suite. Donc un pare-feu, finalement, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé des différentes générations, mais j'ai pas dit ce que c'est qu'un pare-feu
définition, vous avez sûrement une idée de ce que c'est, hein. Et donc, un pare-feu, c'est un dispositif qui surveille, filtre et contrôle le trafic réseau entrant et sortant en utilisant des règles de sécurité prédéfinies. Il agit comme une barrière entre des réseaux internes de confiance et des réseaux externes non fiables. Il fonctionne en inspectant les paquets de données et en choisissant de les bloquer ou les autoriser. Et ce blocage va s'effectuer sur la base de règles qui utilisent plusieurs éléments pour prendre une décision. J'en ai parlé un peu, hein. Vous avez les adresses IP source et destination, les numéros de port source et destination, le protocole utilisé, l'état de la connexion, et ainsi de suite, selon le type de pare-feu qu'on est en train d'utiliser, ou plutôt la génération de pare-feu qu'on utilise. Alors par exemple, imaginons qu'une institution financière configure finalement son pare-feu pour bloquer le trafic provenant d'adresses IP non autorisées, tout en permettant le passage du trafic légitime. Alors ça va atténuer la violation potentielle sans interrompre les opérations de base. Et les pare-feux de prochaine génération ou les Next-Gen Firewall incorporent une inspection plus approfondie des paquets pour une protection plus robuste. Donc les Next-Gen Firewall en fait, regroupent souvent de nombreuses capacités de sécurité réseau essentielles en une seule offre complète. Parmi elles, la prévention des intrusions, l'antivirus et le sandboxing de fichiers, le filtrage web et DNS, ainsi de suite. Alors IPS pour Intrusion Prevention Systems, ou système de prévention d'intrusion, détecte et bloque les menaces connues et suspectées avant qu'elles puissent impacter le cœur du réseau ou les dispositifs à son bord. Donc l'IPS permet de rapidement détecter les signatures d'attaque et les comportements anormaux. Le système va prendre automatiquement des mesures pour bloquer le trafic malveillant, tout en alertant les administrateurs pour une enquête plus approfondie. Ensuite, on va voir les antivirus et sandbox. Alors, les outils d'antivirus et les sandbox ou bac à sable sont essentiels pour déterminer si un fichier est malveillant ou non. Les antivirus vont bloquer les menaces connues de logiciels malveillants et le bac à sable va offrir un environnement sûr pour analyser les fichiers suspects. Donc, par exemple, un utilisateur va télécharger un fichier à partir d'une pièce jointe. Et l'antivirus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord scanner le fichier à la recherche de signatures ou de comportements d'attaque connus. S'il s'agit d'une menace confirmée, le logiciel, donc l'antivirus, va mettre en quarantaine ce fichier ou le supprimer. Par contre, pour un fichier inconnu, le bac à sable va l'isoler dans un espace protégé où il peut être testé pour déterminer s'il est malveillant. Dans le point suivant, on va parler de filtrage web et DNS. Donc le filtrage DNS permet aux organisations d'arrêter les attaques basées sur tout ce qui est domaine, donc DNS, etc., tels que le détournement DNS, la tunnelisation et ainsi de suite. Tandis que le filtrage web, déjà le filtrage des URL va empêcher les utilisateurs et les applications d'accéder à des URL suspectes qui pourraient être liées à des sites web malveillants. Ces outils de sécurité web aident les entreprises à appliquer des politiques d'utilisation acceptables tout en les protégeant des contenus préjudiciables. Par exemple, si un utilisateur tente d'accéder à un site web malveillant, le filtre web vérifie sa base de données de sites catégorisés. Si le domaine a été signalé, il bloquera complètement l'accès. Puis on va parler de gestion de la surface d'attaque. Alors certaines solutions de pare-feu incluent des outils de gestion de la surface d'attaque. Ces outils peuvent aider à, la surface d'attaque, la gestion de la surface d'attaque vont pouvoir aider à quoi? À identifier automatiquement les actifs réseau informatiques et de doter, donc Operational Technology, et IoT, donc Internet of Things. Alors, Operational Technology, ou OT, c'est tout ce qui est matériel et logiciel qui permettent de surveiller et contrôler les appareils, processus et infrastructures utilisés dans un environnement industriel. Vous avez peut-être entendu parler de SCADA, même si ça m'étonnerait, mais SCADA en fait
partie, par exemple. Évaluer les actifs pour les risques potentiels et évaluer l'infrastructure de sécurité existante et les contrôles pour des configurations erronées et des paramètres moins qu'optimales qui peuvent ensuite être mis à jour pour renforcer la position de sécurité d'une organisation. Les VPN d'accès à distance vont, eux, permettre aux utilisateurs d'accéder de manière sécurisée au réseau d'entreprise à partir de l'extérieur de l'organisation. Donc ils vont créer une connexion privée et chiffrée à partir d'un réseau non fiable, généralement Internet, permettant aux employés d'utiliser en toute sécurité les ressources critiques à partir de leurs appareils personnels, quel que soit leur emplacement. Et ces solutions sont particulièrement utiles dans des environnements de travail hybrides, ce qui va permettre aux travailleurs éloignés de rester productifs avec l'assurance que leurs données sont à l'abri d'une interception malveillante. Puis on va parler des NAC, ou Network Access Control, pour contrôleurs d'accès au réseau. Le NAC régit l'accès au réseau. C'est lui qui va veiller à ce que seuls les dispositifs autorisés et conformes puissent entrer dans le réseau, ou puissent se connecter si vous préférez. Les solutions NAC vont identifier et authentifier les dispositifs, n'accordant l'accès que s'ils répondent à des politiques de conformité prédéfinies. Le matériel qui ne répond pas aux critères peut être mis en quarantaine, réaffecté à un réseau de rémédiation, ou alors on va complètement ou entièrement le refuser. Alors, en dehors de ces solutions dont on a parlé, on a aussi des solutions, des technologies de sécurité des réseaux qui vont être connexes à cela, en fait, qui ne sont pas directement liées au réseau, mais pour un réseau grosso modo sain, on doit aussi les prendre en considération. Entre autres, on va parler des EDR. Donc les EDR, ou Endpoint Detection and Response, sont des solutions qui surveillent en permanence toutes les activités des utilisateurs et des terminaux pour les protéger des menaces et détecter les comportements suspects. Et ils vont offrir aussi des capacités d'enquête et d'intervention, d'où le End Response, en cas d'incident qui élimine la menace et permet d'empêcher les systèmes touchés d'avoir un impact sur le reste du réseau. Donc vous voyez que finalement la protection des terminaux et des utilisateurs va aussi jouer un rôle sur la protection du réseau en réalité. On a aussi la sécurité du courrier électronique. Et ça va permettre de protéger les employés contre les cybermenaces et les attaques d'ingénierie sociale comme tout ce qui est phishing, spear phishing et autres tactiques basées sur le courrier électronique qui peuvent exister. Ils vont fonctionner en examinant le courrier électronique entrant pour détecter les facteurs de risque potentiels. Par exemple, ils pourraient identifier les communications qui contiennent des logiciels malveillants, des liens suspects, un contenu ou des images douteuses et d'autres anomalies. Le fait de bloquer ces emails et de les empêcher d'arriver à la boîte de réception de l'utilisateur va permettre finalement de protéger l'utilisateur et en protégeant l'utilisateur, on protège les données de l'entreprise, on protège aussi la machine de l'utilisateur et en même temps le réseau de notre entreprise. On va parler aussi des DLP. DLP pour Data Loss Prevention, c'est des solutions qui identifient les informations sensibles dans tout ce qui est dans le réseau, que ce soit dans le réseau sur site ou bien dans le cloud, et qui va atténuer le partage accidentel des données et prévenir l'exfiltration des données. Ça va augmenter la visibilité dans les magasins de données et aider les entreprises à suivre et à corriger les violations de la politique, et ce qui va améliorer le respect interne. On a la protection contre les DDoS. Alors, vous savez, on a déjà parlé de ce que c'était qu'un DDoS. Un DDoS, c'est une attaque par déni de service distribué. Et ce genre de protection va être là pour permettre de se défendre contre ce genre d'attaque et va viser à
et donc limiter les perturbations des opérations. Donc ce genre de solution, elle fonctionne de la manière suivante. Elles vont inspecter rapidement les paquets de données et bloquer automatiquement le trafic illégitime de l'inondation du réseau. Alors vous avez peut-être déjà vu ça en allant sur différents sites web. Parfois, quand vous allez sur un site web, vous allez, avant que le site web ne s'affiche, vous allez avoir quelque chose qui va s'afficher en premier lieu. Souvent, c'est la page Cloudflare, ou du moins un élément de Cloudflare, qui va vous dire patientez un instant. Alors, ce n'est pas là que pour contrer les DDoS, mais ça fait partie, finalement, en fait, c'est une des choses qui sont utilisées pour la protection contre les DDoS. Puis on va parler du CASB. Le CASB, pour Cloud Access Security Broker, il assure la sécurité des applications et des utilisateurs et données du SaaS. SaaS pour Software as a Service, dans le cloud. Le CASB en ligne offre de la visibilité, de la conformité et de la protection des menaces pour les données en transit et au repos dans les applications cloud. Le CASB crée également des rapports sur le Shadow IT. Alors le Shadow IT, c'est tout ce qui est élément IT qui a été rajouté au réseau de l'entreprise dans le cloud ou autre, ou en on-premise ou sur site, mais qui n'est pas connu, qui n'est pas administré par les administrateurs du réseau, ou qui n'est pas connu, qui n'est pas mis dans les actifs du réseau, et ainsi de suite. Donc des évaluations des risques, et ainsi de suite. Alors, on a aussi d'autres solutions, des solutions de sécurité qui vont être beaucoup plus basées pour des entreprises, qui sont spécialisées pour tout ce qui est entreprise. Parmi elles, on va avoir le SIEM. Donc, le SIEM pour Security Information and Event Management, gestion des événements et informations de sécurité. Alors, en fait, en réalité, dans les entreprises, on va avoir ce qu'on appelle des SOC, ou centres d'opération de sécurité. Et ces SOC-là vont faire quoi? Ils vont avoir une approche centralisée de la gestion des événements, ce qui va permettre d'avoir le contexte et la visibilité nécessaires pour protéger efficacement une entreprise ou une organisation. Et de ce point de vue-là, les SIEM vont offrir une vue unifiée de la sécurité dans l'ensemble de l'entreprise en collectant des informations à partir du réseau, des terminaux, du cloud et de tous les autres produits de sécurité qui sont mis en place. Et donc en ayant ces informations-là dans un seul et même point, ça va permettre finalement de faciliter la sécurité, puisque les SIEM vont offrir des capacités de détection des menaces basées sur le comportement, d'enquête, ils vont aussi permettre de faire des rapports de conformité, et ainsi de suite. Bref, le SIEM réduit la complexité de la gestion des opérations de réseau et de sécurité, puisqu'on est passé de devoir gérer les événements du pare-feu, les logs de pare-feu d'un côté, les événements du pare-feu d'un côté, les événements des antivirus d'un autre côté, les événements des systèmes d'un autre côté, et ainsi de suite, et avoir une multiplication de dashboards, etc., pour pouvoir gérer la sécurité d'entreprise. Le SIEM va centraliser tout ça dans un seul et même endroit, ce qui permettra d'avoir une vue d'ensemble, surtout dans un seul et même endroit. On va aussi parler des NDR. Alors les NDR, pour Network Detection and Response, surveillent le trafic interne du réseau en ayant un point de référence sur les comportements normaux et en utilisant l'apprentissage automatique, ainsi que d'autres méthodes d'analyse pour détecter les logiciels malveillants, le trafic malveillant et les patterns anormaux qui peuvent indiquer un attaquant au sein du réseau.
Et le NDR possède aussi des capacités d'enquête sur les alertes vérifiées et de prise de mesures immédiates, d'où justement le terme end response dans le nom global du NDR. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye!